Bonjour à toutes et à toutes, c'est Alexis Rastier pour le troisième épisode des flores pangéennes. Et aujourd'hui, nous allons découvrir l'évolution des acrogymnospermes, alors bon visionnage. Alors oui, aujourd'hui nous allons effectivement nous intéresser à l'évolution des acrogymnospermes. Ce grand clade se compose de 4 ordres encore représentés dans nos flores modernes. Il s'agit des pinophytes ou pinales, ce sont les conifères, ou encore les cicadophytes ou cicadales. Nous avons aussi les gnetales et enfin les ginkgoales. Tous ces ordres regroupés, ils forment le clade des acrogymnospermes, constitué de plus de 1027 espèces, ce qui est pas mal. Aujourd'hui, ces plantes ne se traduisent uniquement que sous la forme d'arbres ou d'arbustes. Par contre, il existait bel et bien des formes herbacées fossiles d'acrogymnospermes. Aujourd'hui, les acrogymnospermes ont une répartition mondiale, comme on peut le voir avec les pinophytes qui sont très répandus et diversifiés dans l'hémisphère nord. Adaptés au climat polaire, méditerranéen, continentaux européens ou encore même tempérés dans sa généralité, ils sont vraiment partout. Les cicadales ne sont par contre uniquement visibles que dans les régions subtropicales ou tropicales. Les ginkgoales, eux, ne sont représentés que par une seule et unique espèce, le Ginkgo biloba, qui est originaire des montagnes chinoises, bien qu'on suppose qu'il n'existe plus à l'état sauvage, on ne le rencontre aujourd'hui qu'en culture. Les caractères dérivés propres ou les synapomorphies des acrogymnospermes sont nombreux. Ils se caractérisent en effet par la présence d'acide fellurique dans les parois internes, mais aussi par un cambium bifacial, une forme d'écorce interne. Il y a aussi des parois squelettiques des cellules du phloème qui présentent de très nombreux pores. Le phloème, pour info, est un tissu organique, permettant le transfert de la sève élaborée composée d'eau et de sucre, plus précisément des glucoses, des feuilles aux racines. De plus, le bois des acrogymnospermes est aussi homoxylé. Alors un bois homoxylé est un bois totalement dépourvu de fibres et formé presque intégralement de trachéides, soit une suite de cellules mortes et totalement vidées de leur contenu pour jouer le rôle d'un réseau de capillaires, permettant ainsi de transférer la sève brute composée d'eau et de sel des racines vers les feuilles. Ainsi alors se produit le processus de photosynthèse qui transforme la sève brute en sève élaborée. En effet, cette dernière est désormais composée de glucose et d'eau. Enfin, la plupart des espèces appartenant au groupe des acrogymnospermes sont dits diploïdes, car il existe une séparation entre le sexe mâle et le sexe femelle, ce qui est le cas contraire chez les espèces de type monoïque, qui elles se caractérisent par le fait qu'il y a à la fois un mâle et une femelle sur la même plante. Parlons maintenant de leur histoire évolutive et de leur registre fossile. Les acrogymnospermes sont apparus il y a environ 310 millions d'années au Carbonifère supérieur, plus précisément au Pennsylvanien il y a 310 millions d'années, avec le plus ancien représentant fossile des pinophytes ou conifères, le Walchia. Les premiers pinales vont donc se diversifier très tôt, dès le Pennsylvanien supérieur, aux côtés des fougères arborescentes comme les Pecopteris, ou encore de calamites, de lycopodes isouétopsides, ou encore des ptéridospermatophytes. Le plus ancien représentant fossile des cicadales provient cette fois-ci du Permien chinois. Il date d'environ 270 millions d'années et il s'agit du genre Taeniopteris, dont l'espèce type est Taeniopteris thuyanensis. Comme les cicadales d'aujourd'hui, on suppose que le Bjuvia ou encore Taeniopteris prospéraient dans les écosystèmes tropicaux. De même pour les ginkgoales qui apparaissent dès le Permien moyen il y a environ 270 millions d'années, cette fois encore, avec le Sphenobeira. Et plus tard au Jurassique, avec le plus ancien représentant fossile des ginkgoales à feuilles bilobées, j'ai nommé le Ginkgoites luzensis. Et enfin, les gnetales apparaissent aussi au Permien moyen, avec le plus ancien représentant fossile connu, le Paleognetaleana auspica. Il existe aussi un clade fossile d'acrogymnospermes, autrefois considéré comme groupe frère des angiospermes. Cependant, il est aujourd'hui étroitement lié aux cicadales. Ce sont bien entendu les bénétitales.
Apparus au cours de la période Triasique, ils étaient très diversifiés au cours de la période Jurassique ainsi qu'au Crétacé. Cependant, très peu d'entre eux vont passer la crise Crétacé-Paléogène et ils s'éteindront finalement au cours de l'Oligocène. Les premiers acrogymnospermes sont les pinnales, on peut les appeler aussi les conifères, et ils apparaissent il y a environ 310 millions d'années au cours du Pennsylvanien. Mais avant de vous parler des premiers conifères, définissons tout d'abord le groupe phylogénétique des pinnales. Les pinophytes, ou pinnales, ou encore conifères, sont très répandus dans l'hémisphère nord. Ils forment même ce que l'on appelle aujourd'hui la plus grande forêt du monde. C'est la fameuse forêt boréale ou taïga. Comme vous le savez bien évidemment, certains conifères peuvent aussi atteindre des tailles véritablement exceptionnelles, comme le pin de Douglas qui peut atteindre jusqu'à 110 mètres de haut, ou encore le célèbre séquoia géant nord-américain et ses 100 mètres de haut. On compte aujourd'hui plus de 600 espèces de pinophytes réparties sur l'intégralité de notre planète, bien que la plupart soient répartis sur l'hémisphère nord. Les pinophytes de l'hémisphère sud sont beaucoup moins diversifiés et possèdent de longues et larges feuilles, et absolument pas d'aiguilles. Comme je le disais précédemment, la plupart des conifères sont pourvus d'aiguilles et non de feuilles. Leur tronc est d'ailleurs toujours homoxylé. Et ils se caractérisent aussi par de nombreux canaux résinifères situés dans leur tissu vasculaire. Enfin, les conifères se caractérisent tous par leurs graines, situées sur la face supérieure des écailles ligneuses formant toutes ensemble un cône femelle. Et oui, je vous parle d'une pomme de pin. Et maintenant, voici le plus ancien représentant fossile aujourd'hui décrit des pinophytes. Il s'agit bien évidemment du Walkia. Il s'agit entre guillemets d'un arbre qui prospérait dans les vastes forêts humides du Carbonifère supérieur, il y a environ 310 millions d'années au cours du Pennsylvanien, et ce dans tout l'hémisphère nord de la Pangée, car ces fossiles n'ont été découverts qu'en Amérique du Nord et en Europe. Le genre Walkia a pour espèce type Walkia piniformis, et il appartenait à l'ordre des Vodziales, un ordre de pinophytes totalement éteint, mais qui avait connu son heure de gloire au cours du Mésozoïque. Son registre fossile se constitue majoritairement de feuilles fossiles, proches de celles de nos cyprès. C'est-à-dire que leurs feuilles étaient sous la forme d'écailles triangulaires directement appliquées sur les ramilles, mais aussi de branches ramifiées portant bien évidemment le nom de Walkia. Je vous dis ça parce qu'en fait, le tronc et les cônes, eh bien eux ont été attribués à deux genres bien différenciés. Ainsi, le tronc de Walkia est attribué au genre Walkiopremon et les cônes au genre Walkiotrobus. Le Walkia pouvait atteindre les 10 mètres de haut et il était relativement proche de nos cyprès modernes. Ils abondaient autrefois dans les zones périphériques des forêts de lycopodes du Carbonifère avant de totalement les supplanter du fait des grandes variations climatiques du Permien inférieur. En effet, et malheureusement pour les lycopodes, les conifères avaient de bien meilleures capacités d'adaptation aux différentes variations climatiques. Les lycopodes ne pouvaient se développer en dehors des zones humides, alors que les conifères pouvaient se répandre dans les zones arides et les zones polaires. Par conséquent, quand les zones humides du Carbonifère se sont raréfiées du fait d'une aridification progressive au Permien inférieur, les conifères ont tout simplement supplanté les lycopodes géants et les ptéridospermatophytes. Le Voltsia est un genre de pinophyte, lui aussi totalement éteint, ayant vécu au cours de la période Triasique. Il est le genre type de l'ordre des Voltsiales et il a été découvert dans les grès européens. Ces restes fossiles sont d'ailleurs tellement abondants qu'ils sont considérés comme étant d'excellents marqueurs stratigraphiques du Buntsandstein. La roche où on les a trouvés a d'ailleurs été nommée Greavoltsia. Comme le Walkia, le Voltsia devait être assez proche de nos conifères modernes, comme les Araucaria ou encore les cyprès. Mais ce dernier n'avait la forme qu'un arbuste, il ne pouvait dépasser les 1 à 2 mètres de haut. Les organes reproducteurs de Voltsia présentaient deux types morphologiques distincts. Le cône mâle constitué d'un axe spiralé supportant les sacs polliniques, alors que le cône femelle possédait 3 ovules sur chacune de ses écailles. Cette configuration simplifiée des cônes femelles se rapproche d'ailleurs de celle de nos conifères modernes. Pour en revenir aux strates où nous avons découvert les Voltsia, elles sont datées de la fin du Trias inférieur et du début du Trias moyen, du Buntsandstein supérieur, entre environ 244 et 237 millions d'années. Elles se sont formées dans des zones littorales, très certainement des mangroves. Ces biotopes, dont le climat était relativement humide, étaient idéales pour le développement et la diversification d'espèces vivant uniquement en milieu tropical. Araucarioxylon, dont l'espèce type est Araucarioxylon arizonicum, est un genre éteint de conifères triasiques,
particulièrement connu du fait de troncs d'arbres fossilisés pétrifiés que l'on retrouve dans la célèbre formation de Chinle, plus précisément dans le fameux parc naturel de Petrified Forest. Et ce bien évidemment en Arizona. D'ailleurs, imaginez que ces troncs sont localement si abondants qu'ils ont été utilisés comme matériaux de construction pour des maisons et différents meubles. Incroyable. Araucarioxylon appartient par contre à une famille qui est toujours d'actualité, celle des Ariocariacées. Les forêts d'Araucarioxylon prospéraient autrefois dans de vastes environnements humides à proximité du littoral ouest de la Pangée. Et ce, il y a environ 230 millions d'années au cours du Carnien. Et comme nos séquoias modernes, il pouvait atteindre plus de 60 mètres de haut et son tronc avait un diamètre supérieur à 1 mètre. Les Araucarioxylon se caractérisent aussi par la présence, tout simplement, de cônes femelles et mâles chez une même plante. Cet arbre est donc, comme de nombreux Araucariacées, une plante monoïque. Et les feuilles se traduisant sous la forme d'écailles courbées disposées en spirale persistante. Cet arbre emblématique de l'Arizona démontre, de par sa diversité, la formidable radiation adaptative des pinophytes après l'extinction du Permien-Trias, qui anéantit la majorité des espèces de ptéridospermatophytes ou encore l'intégralité des lycopodes géants. Il symbolise le début de la domination des conifères et de l'ensemble des acrogymnospermes dans les écosystèmes du Mésozoïque. Morphologiquement proches des fougères ou fougères arborescentes, des saricacées ou palmiers, les cicadophytes ou cicadales forment un clade composé de plus de 231 espèces décrites à ce jour. Et ces dernières vivent toutes en milieu tropical. Les cicadophytes forment un clade relativement proche des bénétitales, que nous verrons par la suite, et ces plantes se caractérisent tout d'abord par de très grandes frondes ou feuilles de fougères, plus vulgairement parlant, ou encore par leur tronc massif et très rarement ramifié. Les cicadophytes sont aussi dépourvus de bourgeons dits axillaires, et ils sont aussi dioïques, contrairement aux Araucariacées. Les ovules des cicadophytes sont portés en 2 rangées sous des feuilles ovulifères qui forment des cônes femelles caractéristiques. Maintenant que vous connaissez les quelques synapomorphies des cicadophytes, nous pouvons maintenant découvrir leur histoire. Le plus ancien représentant fossile des cicadophytes est le Taeniopteris, qui a vécu il y a environ 270 millions d'années au Permien moyen. Le genre Taeniopteris a pour espèce type Taeniopteris multinervis, et il se caractérisait par de très longues frondes pouvant atteindre les 40 cm de long. Les fossiles de ce premier représentant fossile des cicadophytes sont malgré tout très rares, on ne connaît de lui que des feuilles fossiles ainsi que ses graines. Les feuilles de Taeniopteris ont d'ailleurs été découvertes en France. Et au vu de ces dernières, Taeniopteris devait prospérer en milieu tropical, comme ses cousins modernes. L'un des cicadophytes fossiles les plus connus à l'heure actuelle est le Bjuvia simplex, ou Paléosica. Il s'agit d'une plante éteinte ayant prospéré dans les écosystèmes tropicaux du Permien et du Trias. Bjuvia fut découvert dans de très nombreux gisements, dont dans les Dolomites de la formation de Wengen en Italie. Les restes fossiles de Bjuvia se composent de grandes frondes fossiles, proches de celles de Taeniopteris, et pouvant dépasser les 60 cm de largeur. Mais aussi le tronc fossile y est représenté, avec de très belles cicatrices foliaires. Et enfin des cônes fossiles nommés Dionitocarpidium oretzi ou encore Zaitidostrobus marebei ont été exhumés. Ainsi, une grande partie de la plante est connue à ce jour, ce qui fait de Bjuvia simplex l'un des cicadophytes les plus complets à l'heure actuelle. Bjuvia simplex est considéré à l'heure actuelle comme l'un des plus anciens représentants fossiles des cicadophytes, et en plus, il est aussi considéré comme l'un des plus proches parents de Taeniopteris, dont l'appartenance phylogénétique est relativement controversée. Bjuvia a vécu dans de vastes forêts humides du Pennsylvanien, et elle était très certainement très proche de Taeniopteris, qui malheureusement disparu au cours de cette période. Profitant du refroidissement global ayant eu lieu au cours du Permien inférieur, les Bjuvia ont colonisé la majeure partie du supercontinent Pangée. En témoigne la répartition géographique de ces fossiles. Mais au cours du Trias, ces derniers disparurent au profit de nouveaux acrogymnospermes, les bénétitales et de nouveaux cicadophytes mieux adaptés aux différentes variations climatiques du Trias. Les bénétitales ont une morphologie tellement proche des cicadophytes
que pour certains paléobotanistes, il s'agirait même d'anciens cicadophytes fossiles totalement disparus des flores modernes. Les bénétitales ont prospéré durant tout le Mésozoïque, de moins 250 à moins 66 millions d'années avant notre ère, bien que plus diversifiés au Trias et au Jurassique. On retrouve aussi quelques restes fossiles de Williamsoniacées dans les roches du Paléogène nord-américain, mais ils sont très rares. Les bénétitales se développaient dans des milieux divers, qu'ils soient désertiques ou tropicaux, et ils se caractérisaient par leur structure reproductrice qui faisait penser à des fleurs. Ce clade se compose de deux grandes familles, les Cicadeoidacées et les Williamsoniacées. Les Cicadeoidacées, qui comme l'indique leur nom sont très proches morphologiquement des cicadophytes, se caractérisent par un tronc massif et très peu ramifié, ainsi que par des strobiles bisporangiés. Pour info, le terme botanique strobile bisporangié désigne tout simplement les cônes servant de structure reproductrice chez les cicadophytes et les bénétitales. Concernant les Williamsoniacées, dont le genre type est le Williamsonia, eh bien ils sont aussi pourvus de strobiles bisporangiés. Par contre, leur tronc, dont le bois est homoxylé, est élancé et ramifié. Les bénétitales sont aussi pourvus de frondes, très proches d'ailleurs de celles des cicadales, et qui sont attachées adaxialement, c'est-à-dire vers la tige, avec une nervure médiane distincte. Et ils ont aussi des cuticules résistantes. Une cuticule étant une fine couche protectrice recouvrant l'épiderme de la limbe. On suppose que ces plantes pouvaient dépasser pour certains les 6 mètres de haut. Les bénétitales avaient au Mésozoïque une très grande répartition géographique. Leurs restes fossiles se retrouvent en effet sur tous les continents, ce qui témoigne de leur grande diversité d'espèces au Mésozoïque. Le genre Zamitès, dont l'espèce type est le Zamitès phénéonis, est un genre fossile de bénétitales ayant vécu au cours de la période triasique, mais aussi tout au long du Mésozoïque et aussi au Paléogène. Ces restes fossiles ont été trouvés dans de nombreux pays, dont la France, comme en témoigne cette magnifique fronde de Zamitès phénéonis qui a été découvert dans le Conservatlagerstätten de Serein, dans l'Ain, et qui est aujourd'hui exposé dans les collections du MNHN à Paris. Du fait de son tronc robuste, les Zamitès phénéonis ont été classés dans la famille des Cicadoidacées. Et comme je l'ai dit précédemment, ce genre est représenté du Trias à l'Éocène. Et oui, ce genre a particulièrement bien vécu, et sachez que ce n'est absolument pas une exception en botanique. Alors, petit aparté. Les taxons en paléobotanique, et plus particulièrement les genres, ont une durée de vie exceptionnellement plus longue par rapport au genre métazoaire, comme on peut le constater avec le Zamitès ou encore l'Araucaria, dont les restes fossiles sont datés du Trias inférieur. Maintenant que ce point important en paléobotanique est clarifié, nous pouvons reprendre. Autrefois, les Zamitès constituaient de vastes forêts se développant uniquement au milieu tropical, milieu qui au Trias était bien plus étendu qu'aujourd'hui, du fait d'un climat beaucoup plus chaud. Enfin et pour terminer, nous n'avons jamais retrouvé de structure reproductrice semblable aux fleurs des Williamsoniacées, mais il est tout de même probable qu'il en possédait. Seules les futures découvertes nous permettront de répondre à ce questionnement. Le genre Williamsonia, dont l'espèce type est le Williamsonia gigas, était particulièrement proche du Zamitès. Cependant, son tronc était particulièrement ramifié et élancé, contrairement à ceux des Cicadeoidacées. De plus, le Williamsonia gigas était aussi pourvu de structures reproductrices en forme de fleurs, similaires ou en tout cas très proches de celles des angiospermes. Il s'agit ici d'un cas concret de convergence adaptative. Le Williamsonia produisait lui aussi des cônes que nous avons retrouvés dans les roches du Campanien de Vancouver au Canada. Le Williamsonia pouvait atteindre les 6 mètres de haut et il constituait l'une des plantes les plus diversifiées et les plus répandues que l'on pouvait retrouver au Mésozoïque, en particulier au Jurassique. Ces restes fossiles témoignent d'ailleurs de cette grande répartition géographique des Williamsonia. On en a découvert en Amérique du Nord, au Brésil, dans toute l'Europe ou encore en Inde et évidemment en Afrique. Maintenant que nous avons terminé cette brève présentation du Williamsonia, passons maintenant au dernier clade que nous allons étudier dans cette vidéo. Il s'agit des Jingoales. Les Jingophytes étaient au Jurassique bien plus diversifiés et répandus qu'ils ne le sont aujourd'hui. En effet, il existe aujourd'hui plus qu'une seule et unique espèce de Jingophyte, le Jingo biloba, espèce type et seule et unique espèce du genre Jingo. Le Jingo biloba n'est d'ailleurs plus visible en milieu sauvage, on le retrouve assez fréquemment dans les villes car il résiste assez bien à la pollution humaine. On le retrouve aussi dans des exploitations agricoles et des réserves.
Les Jingos se caractérisent principalement par leurs feuilles bilobées bien particulières, avec une nervation dichotomique et en forme d'éventail. De plus, les Jingoacées sont des plantes de type dioïque, et uniquement dioïque. Ces arbres arborent un feuillage vert au printemps et jaune-or en été. En effet, cette plante se développe uniquement en climat tempéré. Les Jingoales sont des arbres pouvant atteindre les 20 à 30 mètres de haut, et la plupart ont disparu de la surface de la Terre, et ils ont existé pour la plupart au Mésozoïque et au Permien. Le plus ancien représentant fossile hypothétique de ce clade est le Sphénobera, découvert dans les roches chinoises, daté du Permien moyen, soit environ 270 millions d'années avant notre ère. Cependant, les plus anciennes empreintes de feuilles bilobées appartiennent à l'espèce Jingoites luzensis, découvert dans les roches chinoises du Jurassique supérieur. Les Jingophytes étaient relativement bien diversifiés au Mésozoïque. Cependant, il semble qu'ils aient subi un fort déclin dès le Crétacé supérieur. Et aujourd'hui, il n'existe plus qu'une seule et unique espèce appartenant à ce clade, le Jingo biloba. Bon, on a à peu près fait le tour de ce clade que sont les Jingophytes, et finalement, des acrogymnospermes. Et c'est donc ainsi que se termine cette vidéo LFP. Et voilà, ce troisième épisode de LFP dédié aux acrogymnospermes est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a intéressé, et surtout n'oubliez pas qu'on se retrouve très prochainement pour la vidéo spéciale 2000 abonnés. Je vous remercie énormément de votre soutien, on est à présent 2000 abonnés, c'est juste extraordinaire. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo spéciale 2000 abonnés qui sera une paléocritique sur 3 séries documentaires: Le choc des dinosaures, Dinosaur Revolution et Jurassic Fight Club. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et à bientôt.